quel état d'esprit pour créer ta prospérité? Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac. J'ai choisi il y a plus de 7 ans maintenant de créer ma vie sur mesure, de dire oui à l'abondance. J'étais analyste financier au sein d'une grande multinationale américaine et je suis entre-temps devenue coach. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs vers plus d'expansion dans leur business afin qu'elles puissent elles aussi dire oui à l'abondance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur oui à l'abondance. Aujourd'hui, je reçois Maëlisa qui a créé le média Femmes Riches. Elle va partager dans cet épisode l'état d'esprit qu'elle a développé depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir se créer la vie de ses rêves. Je suis hyper excitée à l'idée de vous partager cette interview et j'ai hâte d'entendre vos retours. Je vous laisse découvrir tout de suite cet échange avec Maëlisa. Hello, bienvenue Maëlisa, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Oui à l'abondance. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clélia et merci de m'avoir invité. Moi, c'est un plaisir toujours de parler d'abondance et tous les sujets connexes. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Maëlisa au sein d'un programme pour entrepreneurs dans lequel j'étais au début de cette année. Donc un programme de Mavic Bright qui s'appelle la Rich Mama Academy. Et je me suis dit, il faut absolument que j'invite Maëlisa sur le podcast puisque tu as une plateforme qui s'appelle Femmes Riches. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur ce que tu fais et qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, pour me présenter officiellement, donc moi, c'est Maëlisa. J'ai créé il y a à peu près 2 ans, donc début 2022, le média Femmes Riches. Donc, Femmes Riches, c'est un ensemble de médias qui aujourd'hui se compose d'une newsletter, d'une page Instagram, d'un podcast dédié à l'éducation financière des femmes. Et en fait, je suis partie du constat personnel qui est que on a très peu d'éducation financière en général, mais surtout en tant que femme, on se traîne d'énormes boulets qui nous pénalisent tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, on est dans un monde, qu'on le veuille ou non, mais qui est capitaliste et dans lequel du coup l'argent joue un rôle crucial dans notre capacité à faire des choix librement, notre capacité à vivre la vie qu'on souhaite, notre capacité à être heureux parce qu'on a accès à des choses qui nous apportent du bonheur. Et tout le média Femmes Riches est dédié justement à éduquer les femmes à la fois sur le mindset autour de l'argent, puisque le mindset, c'est quand même la base. Comment je me positionne par rapport à l'argent, qu'est-ce que je projette sur l'argent. Et ici, disclaimer, tout le monde projette des choses sur l'argent, il n'y a pas de relation objective à l'argent. Et derrière le mindset, quels sont les outils liés à l'argent que j'ai? Les outils d'investissement, les outils d'épargne, les outils également pour gérer l'argent en couple, etc. Donc voici un peu tout ce que comporte Femmes Riches aujourd'hui. D'accord, je te remercie. Une question, comment tu en es Mmh. venue à t'intéresser à ce sujet de la richesse? Alors, moi, j'ai eu 2 gros déclencheurs. Le premier, c'est quand j'avais à peu près 21 ans. Donc j'ai commencé à travailler donc lors de mon stage de fin d'études. C'était un stage qui avait lieu en banque et il faut savoir que moi, j'ai un parcours assez classique dans le milieu français. Donc j'ai fait, donc mon lycée, une prépa, une école d'ingé et tout au long de la prépa et de l'école d'ingé, on nous a vendu régulièrement le rêve de la grande entreprise dans laquelle tu rentres en tant qu'étudiant et dans laquelle tu vas monter les échelons et dans laquelle tu vas t'épanouir personnellement. Donc, j'ai vraiment eu en moi très tôt cette notion de oui, l'entreprise sera ma source d'épanouissement principale. Et puis, j'ai commencé mon stage de fin d'études et indépendamment de l'équipe dans laquelle j'étais, qui était géniale par ailleurs, je me suis rapidement rendu compte que l'entreprise ne pouvait pas être ma seule source d'épanouissement, Pourquoi? que j'avais besoin. Parce que pour te raconter l'histoire, donc j'avais un boulot classique, j'avais un statut cadre dès que j'ai fini mon stage de fin d'études et des horaires de 8 heures à 17 heures à peu près et finalement, je me Mhm. rendais compte que je m'ennuyais. Je Ok. n'étais pas heureuse. J'avais un bon salaire à l'époque, j'étais à 2007, donc toi, quand tu sors d'école d'ingé, être à Mhm. 2007, c'est génial, hors prime, tout ça. Mais je n'étais pas épanouie. Il me manquait de la stimulation, il me manquait des sources de bonheur et je ne pouvais pas reporter tout mon besoin de bonheur uniquement sur mon travail. Donc j'ai D'accord. commencé à dire à mon manager: «Non, mais tu sais», il s'appelait Fabrice: «Fabrice, là, j'ai pas assez de boulot, je m'ennuie». Et il m'a répondu: «Mais Maëlisa, mais jamais tu ne peux dire ça». Du coup, pour pouvoir moi trouver de l'épanouissement, j'ai trouvé des activités qui me plaisaient à côté. Donc du coup, j'ai repris le théâtre, je me suis réinscrite à un master parce que j'adore apprendre en fait. Mhm. Et là, je me suis rendu compte que non, le travail ne pouvait pas être ma seule source d'épanouissement. Sachant que par ailleurs, j'adore voyager. Donc du coup, je me suis mise à faire des voyages un peu partout dans le monde. Je prenais un mois de vacances pour découvrir un pays, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie que je veux. Je veux une vie où j'ai la liberté d'utiliser mon temps comme je le souhaite. Et c'est là que les premières graines de tout ce qui est indépendance financière a commencé à germer Mhm. en moi.
pas tant je veux beaucoup d'argent, parce qu'en soi, l'argent, ce n'est qu'un moyen, mais je veux beaucoup d'argent pour. Et moi, c'était pour pouvoir utiliser mon temps librement, pour avoir l'opportunité de voyager autant que je veux. Parce que je me suis rendu compte que les voyages, la découverte de nouvelles cultures, la découverte de nouvelles personnes, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai commencé à me poser la question de comment est-ce que je peux faire pour avoir cette liberté financière, pour vivre la vie selon mes termes, selon mes règles, et sans être contrainte par, entre guillemets, un cadre social qui est, tu as un boulot. De 8 à 5 tous les jours. Tu vas t'acheter ta maison, tu vas t'acheter ta voiture, tu auras ta famille, etc. Puisque je ne me projetais pas dans ce type de vie. Et avec cette première graine, là, j'ai commencé à fouiller le fonctionnement de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir de l'argent? Comment est-ce qu'on fait pour épargner? Comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse par de l'investissement? Quels sont les différents modes d'investissement qui existent? Et je l'ai fait vraiment à titre personnel. Comment moi, je peux obtenir ma liberté financière? Et plus je fouillais ce sujet-là, et évidemment j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que le chemin sur lequel j'étais un peu seule. Parce que quand j'en parlais, Mmh. même à ma famille, même à mes parents ou à mes amis proches, c'était: «Mais Elisa, mais de quoi tu parles? Parce que là, tu commences à me parler d'investissement immobilier, mais tu as 21 ans, mais tu vas pas acheter une maison à 21 ans, mais ça n'a aucun sens», et cetera. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'éducation financière n'était vraiment pas quelque chose qui était répandu dans la population et encore moins au niveau des femmes. Donc ça a vraiment été la première source de mon intérêt pour l'éducation financière. Après, j'ai continué ma vie en tant que salariée. Puis, Mmh. je suis passée entrepreneuse. Et quand j'ai été entrepreneuse, j'ai monté donc 2 boîtes entre mes 26 et mes 27 ans. Ma seconde boîte, je l'ai montée, donc j'ai levé des fonds pour cette entreprise. J'ai recruté avec cette entreprise et elle avait une très belle croissance puisque c'était une solution digitale. On a obtenu quasiment 200 000 utilisateurs à l'échelle mondiale, ce qui était énorme. Et en fait, pour Mmh. continuer à croître, il fallait qu'on lève des fonds une seconde fois. Donc la première fois, on avait levé à peu près 200 000 euros. Mmh. La seconde fois, je cherchais à lever 1 million. Et cette seconde levée, je me suis littéralement cassé les dents face à un mur de refus. Donc pendant 1 an, j'essaie de lever des fonds, c'est-à-dire aller voir des investisseurs et leur demander d'investir dans mon entreprise. Mmh. Et j'avais systématiquement des réponses qui tournaient autour de ces 3 thématiques. Non, vous êtes trop jeune, non, vous êtes trop femme ou non, vous êtes trop noire et on ne vous croit pas. Mmh. Globalement, c'était ça. Donc je simplifie parce que c'était des réponses un peu plus élaborées, un peu plus J'imagine. enrobées, mais globalement, c'était ça les principales raisons derrière. OK. Et là, le niveau de frustration a été énorme parce que je me suis dit: «Non mais bon sang, j'ai une idée». J'étais avec mon cofondateur et on se disait tous les 2: «On a une idée qui est géniale, on a des utilisateurs qui croient en nous, on a des retours positifs qui sont faits et pourtant, pour plein de raisons sur lesquelles on n'a strictement aucun pouvoir, on nous nie la possibilité d'essayer. On nous nie la possibilité de réussir». Et ça, cette frustration, presque une colère à un moment donné a été Mmh. vraiment insupportable. Donc l'entreprise, on a décidé de l'arrêter puisqu'on n'avait plus les finances pour la faire tourner. OK. Mais ça a déclenché en moi vraiment la deuxième graine qui m'a poussée à créer Femme Riche, qui est de me dire, mais en fait, j'ai envie d'avoir les moyens de mes ambitions. Si je veux créer une entreprise, si je veux aider des milliers de personnes, si je veux faire ce que je veux, en fait, de ma vie, je veux pouvoir avoir les moyens de mes ambitions. Et Mmh. si les autres ne sont pas prêts à me donner ces moyens, comment je peux faire moi pour les obtenir? Comment est-ce que je peux faire moi pour acquérir les moyens financiers, matériels nécessaires à la réalisation de mes ambitions? Et en parlant avec d'autres femmes entrepreneurs, je me suis rendu compte, et ça, ce sont des chiffres qui sont connus, hein, que par exemple en France, seulement 2 à 3 des entreprises fondées par des femmes réussissent à lever des fonds et dans des proportions beaucoup moindres que celles des hommes. Je me suis dit: «Mais le nombre de femmes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de leurs ambitions, pas parce qu'elles ne le veulent pas, parce que le système n'est pas conçu comme ça, comment Mmh. est-ce que moi je peux apporter ma pierre à l'édifice pour faire changer les choses?» Et en fait, Femme Riche est née de ce constat qui est de se dire: «Mais en tant que femme, avoir une liberté financière, de vivre sa vie selon ses termes, d'avoir les moyens de ses ambitions, de pouvoir créer la vie de nos rêves, c'est pas juste une question de fun ou de tendance parce que tout le monde parle d'indépendance financière sur YouTube. Non, il s'agit d'un vrai besoin pour la société. Parce qu'imagine un monde où n'importe quelle femme pourrait créer le monde selon ses termes, pourrait Mmh. vivre sa vie selon ses termes, pourrait, que ça soit pour sa famille, pour son entreprise, pour ses besoins personnels, être libre de ses choix. Ce serait un monde mais magique, en fait, à mon J'adore. sens.
Et ça, c'est vraiment le paradigme de fond sur lequel j'ai créé Femmes riches et qui est encore inscrit sur le site web, c'est le monde a besoin de femmes riches. Le monde a besoin de femmes qui ont les moyens de leurs ambitions. D'où le nom Femmes riches derrière. Ok. Comment tu as Mhm. réussi à passer de cette frustration à cette idée de créer justement ce média Femmes riches? Quel a été ton cheminement de pensée en fait? J'entends ce que tu dis, donc tu t'es heurté à ces différentes portes, mais comment on passe de cette colère, de cet énervement de te dire mais c'est pas possible, j'ai une super idée, ça fonctionne et on me dit non, à ok bah je vais créer, je vais partir sur autre chose, créer autre chose et arrêter finalement cette entreprise malgré le fait que je sache qu'il y a un potentiel dingue derrière. Là, je dirais que j'ai appris de mon expérience personnelle. Il faut savoir que j'ai Mmh. d'autres combats qui me tiennent à cœur, notamment les combats afroféministes. Et justement, dans l'univers afroféministe, j'ai été confrontée à cette colère. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas quand tu es à l'intersection d'être une femme et d'être une femme noire, tu vois. Mmh. Sauf que la colère ne m'a jamais menée à rien par le OK. passé. Mais j'ai pris, pour le combat afroféministe, ça m'a pris 1 an, quasiment 2 ans pour me rendre compte que je devais sortir de la simple phase de colère et que finalement l'action, même à mon échelle, était mieux que la simple colère. Là, Mmh. avec la frustration sur tout ce qui est les moyens financiers, j'ai directement compris que non, laisse tomber la colère, tu n'iras nulle part avec ça. Qu'est-ce que toi tu peux faire à ton échelle pour faire bouger les choses? Et finalement, en 2, 3 mois, je me suis dit non mais une fois que j'ai fait le deuil de mon entreprise, je me suis dit non mais là ça va pas. Comment est-ce que toi tu peux agir aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux sortir de ce discours de le système ne va pas à je fais bouger les choses? Et pour moi, c'est un cheminement plutôt logique puisque j'avais déjà vécu cette frustration dans le cadre de mes combats afroféministes. Du coup, j'ai pu transposer ma volonté d'action beaucoup plus rapidement dans le cadre de l'éducation financière des femmes. Et derrière ça, faire le deuil de l'entreprise, c'est plutôt voir la big picture. C'est-à-dire, OK, là, je peux simplement me focaliser sur mon entreprise n'a pas marché, j'en veux aux autres, ou Mmh. comment faire pour quelle que soit l'entreprise que je veux monter demain, je puisse le faire sans avoir à attendre ou sans avoir à être bloqué potentiellement par d'autres personnes. Comment est-ce que je peux regagner ma liberté? Et oui, ça a été compliqué de prendre la décision de fermer l'entreprise parce que nous, on y tenait vraiment. Parce que forcément, quand tu montes une entreprise, on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est ton bébé. Ça Mmh. passe d'une idée à une entreprise qui a des utilisateurs, où tu recrutes, etc. Donc, dire au revoir aux employés, ce n'est pas simple. Annoncer aux utilisateurs que bah non, ça ne fonctionnera plus, ce n'est pas simple non plus. Mais derrière, ce qui m'a motivée, c'est plutôt ce futur où j'imaginais un monde de femmes riches. Je me suis dit, ce futur, pour moi, est beaucoup plus impactant, beaucoup plus grand, beaucoup plus important et motivant qu'une entreprise. J'adore. C'est hyper inspirant mais c'est hyper inspirant parce que enfin avoir un tel recul aussi jeune, enfin tu disais que tu avais 26-27 ans à l'époque, enfin Mhm. c'est je trouve ça vraiment très 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 inspirant de se dire bah OK en fait, c'est pas un échec, c'est juste une étape par Mm. rapport à ma grande vision. Enfin je trouve ça vraiment fabuleux et surtout ce que tu dis c'est que finalement tu avais pas de modèle autour de toi en grandissant. Où est-ce que tu as été les chercher ces modèles? Si tu en as cherché d'ailleurs, comment tu es passé de OK, j'ai pas de modèle autour de moi à j'ai cette vision, j'ai cette façon de penser, je développe ce mindset. Quel a été ton cheminement? Alors, donc là, je reviens à mes 21 ans à peu près quand j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière. Il faut se dire que à l'époque, c'était 2013-2014 grand max. Mhm. Déjà, YouTube était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Instagram, je sais à peine si ça existait en France à l'époque. Bref, il y avait très peu de contenu sur le sujet. Donc non, j'avais pas beaucoup de modèles. Et d'ailleurs, les seuls modèles qui existaient sont ceux qu'on cite encore aujourd'hui, type Kawasaki, Napoleon Hill, c'est-à-dire des hommes blancs, Mm. la plupart du temps, américains, dans lesquels je ne me projetais absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Après, oui, tu avais de grandes figures comme Oprah Winfrey, mais pareil, c'était de grands modèles de multimillionnaires, voire milliardaires américains. Et moi, à mon échelle de jeune fille à l'époque, je mets beaucoup de guillemets autour de ça, guadeloupéenne, ça ne me parlait pas forcément. Donc, au départ, j'ai commencé à fonctionner sans modèle, mais ça a été possible parce que dans mon mode de fonctionnement, je fonctionne énormément avec de l'abstraction. Donc, moi, ce qui comptait pour moi, c'est comprendre les concepts qu'il y avait derrière. Comment l'argent fonctionne, comment tu construis la richesse, et un gros travail de qu'est-ce que je veux. Un gros travail personnel de comprendre ce qui, moi, me motivait et quelle était la vie à laquelle j'aspirais. Et d'ailleurs, ce que je te dis là sur ma vie de rêve, c'est quelque chose que j'ai écrit que j'ai posé sur papier quand j'avais 21 ans, mais qui vaut encore aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand j'avais 21 ans, je me suis dit non, mais ok,
Je sais que je veux une vie où j'ai envie de liberté avant tout. Plus Mmh. que le confort matériel, plus que et sans jugement de valeur, bien évidemment, ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir une grande maison, c'est pas avoir une belle voiture, ce n'est pas avoir la reconnaissance via l'entreprise. Ce qui compte pour moi avant tout, c'est la liberté d'utiliser mon temps comme je le souhaite. À Mmh. partir du moment où j'ai été au clair sur ça, ben, ça a été beaucoup plus simple de faire des choix et c'est toujours ma ligne directrice aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dois faire un trade-off, quand je dois faire un choix dans ma vie, je me reporte toujours à cette vision que j'ai marquée lorsque j'avais 21 ans en me disant quel est le meilleur choix à faire aujourd'hui pour tendre vers mon objectif. Et je m'étais posé à l'époque comme objectif de, à mes 35 ans, j'aurais atteint une liberté financière nécessaire pour vivre ma vie selon mes termes. Et donc, à chaque fois que je dois prendre une décision ou de poste, ou de mission, ou d'investissement, je me rapporte toujours à cet objectif. Pour tes 35 ans, tu veux une liberté financière. Quel est le meilleur choix à faire aujourd'hui pour aller vers cet objectif? Je trouve ça vraiment fort, en fait, en t'écoutant, puisque moi, je me souviens, à mes 21 ans, moi, je pensais principalement à aller en soirée, soyons, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui fait dans la façon dont tu as été éduquée, peut-être, ou simplement de la personne que tu es, qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans, tu es capable Mhm. de te poser, de te dire, OK, j'écris ma vision, voilà ce que je veux, et je vais tout mettre en œuvre, en fait, pour aller le chercher. Je pense que ça vient de la manière dont mes parents, donc principalement ma mère, Mhm, m'ont éduquée. Parce que, alors, faut savoir que moi, j'ai quitté le domicile familial très jeune. J'avais 16 ans. J'ai ok. eu mon bac à 16 ans et j'ai dit à ma mère, et je me rappelais même pas celle qui me l'a rappelé après coup, ouais, bon, bah, maman, maintenant, je quitte la Guadeloupe, je vais faire mes études ailleurs. Donc, elle n'était pas du tout d'accord à l'époque. Je lui ai dit, non, Mhm, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je pars, apparemment. Et donc, du coup, à 16 ans, je suis allée m'installer à Paris ok. puis après à Nantes. Et j'ai toujours eu cette envie de découvrir autre chose. C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'ai par exemple été travailler en Thaïlande. Puis après, j'ai été travailler à Singapour. Puis après, j'ai tout quitté pour monter mon entreprise. Mais à chacune de ces étapes, ce qui a été crucial pour moi, pour avoir la confiance de sauter le pas, c'est que derrière, j'avais le soutien de mes parents. Hmm. Quand j'ai décidé de partir à 16 ans, ma mère m'a dit, OK, je suis pas trop d'accord, mais OK. Comment faire pour que tout se passe au mieux? Quand j'ai décidé de partir à 20 ans pour aller travailler en Thaïlande, ma mère m'a dit, mais la Thaïlande, mais c'est loin. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et tu parles pas la langue. Mais OK, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe au mieux? Et à chaque fois, c'est comment faire pour que ça marche. Quand j'ai Ok. décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, pareil. Ouais, mais là, Maëlisa, tu quittes tout. C'est-à-dire que là, tu as un emploi, tu peux épargner, tu cotises pour la retraite. Et là, tu lâches tout du jour au lendemain pour lancer une boîte. OK, bon, tu le fais, pas de souci. Si ça se passe bien, on est là. Si ça se passe mal, on est là aussi. Si jamais tu veux rentrer en Guadeloupe, ta chambre est là, il y a pas de souci. Et Hmm. voilà, c'est-à-dire qu'à chacune des étapes de ma vie, j'ai toujours eu la certitude que je n'étais pas seule. Et en fait, ça te donne une force, une confiance d'assumer tes choix, en fait, de ne pas à tout moment te remettre en cause. Tu vois, en anglais, on dit second guess, et voilà, c'est ne pas douter de toi à chaque fois. Hmm. Et avoir l'assurance de te dire que oui, bah, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des choix qui ne sont pas les plus pertinents, mais tu peux toujours retomber sur tes pattes. Et il y a une seconde phrase que ma mère m'a souvent dit, c'est une phrase en anglais qui dit in for a penny, in for a pound. Donc en gros, tu as commencé, vas-y jusqu'au bout et donne le meilleur de toi-même. C'est ça aussi. Ok. J'ai été éduquée pour ne jamais faire les choses à moitié. Donc tu vois, quand je fais un truc qui marche, j'y vais à fond. Quand je fais un truc qui finalement ne marche pas, j'y suis allée à fond quand même, tu vois. Mhm. Mais c'est me dire, on ne fait pas les choses à moitié. J'adore. Et effectivement, ce que tu décris, et du coup, je comprends mieux ensuite ce que tu expliques ensuite et l'importance justement du mindset, de l'état d'esprit Mm. dans ta construction en fait, puisqu'effectivement, quand on grandit en ayant ce discours de OK, tu as le droit de te tromper, ça n'a rien à voir avec la plupart de l'éducation qu'on reçoit dans un environnement francophone en fait. Ouais. C'est fabuleux. Ça, je le dis régulièrement à mes parents, hein. Je vous aime, merci. Des fois, ma mère, je lui dis, maman, je t'aime. Ok, moi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, juste, je réalise la chance que j'ai, tu vois. Non, mais c'est beau, je trouve ça vraiment, vraiment très, très beau et très inspirant. Tu parlais de modèles et c'est pour ça que j'avais vraiment un cœur de t'interviewer parce que je me suis dit, mais enfin, t'es bien plus jeune que moi et dans ta façon de t'exprimer, enfin, je t'entendais lors des différents coachings, je me disais, mais cette meuf, elle a l'air d'avoir une sagesse intérieure et je me dis, mais d'où ça sort pour qu'à cet âge-là, pour que tu aies une telle sagesse en fait et surtout tu vois quand je regardais un petit peu tout ce que tu as déjà fait à cet âge-là je me dis mais attends mais
Elle a eu plusieurs vies. D'où ça vient, tu vois? Et je trouve ça vraiment génial de comprendre finalement cette construction que tu as eue et du coup, bah, forcément, qui a un impact sur la femme que tu deviens et la vie que tu es en train de te créer aujourd'hui. Non, j'avoue que pour moi, c'est la cellule familiale est extrêmement importante. Quand je parle de cellule familiale, ça s'entend, enfin, il y a différents types de familles. Ça peut être la famille choisie, la famille biologique, ça peut être le cœur nucléaire de la famille ou la famille étendue, ça dépend vraiment. Mais les gens qui t'entourent font une grande différence dans qui tu peux devenir et dans ton potentiel. Et moi, j'avoue, j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur ça. Par exemple, parce que quand même le thème de ton podcast, ça reste l'abondance, tu vois. Avant même l'abondance matérielle, je sais que moi, j'ai été élevée dans une abondance d'amour. Je n'ai jamais Ah. eu la crainte de manquer d'amour. Et Mmh. ça, quand tu avances dans la vie en sachant que quoi que tu fasses, tu seras aimé, quand tu sais que tu as la certitude de l'amour inconditionnel, ça te donne une force et une liberté qui est énorme en fait. Clairement, puisque il y a aussi cette acceptation que qui tu es, c'est assez. Qui Ouais, tu es, c'est OK, en fait. mhm, ouais, toujours. Donc du coup, finalement, tu grandis dans un environnement dans lequel ton estime de toi, ta confiance en toi, enfin finalement c'est normal. C'est comment ça se passe pour toi au niveau de l'estime, de la confiance? Est-ce que tu as toujours été très confiante? Alors, j'ai toujours eu une bonne estime de moi. Par Mmh. contre, la confiance, c'est autre chose. Mmh. La confiance est liée à tes compétences, à ton expérience, et je sais que je suis quelqu'un de perfectionniste. Tu vois, j'ai OK, le syndrome de la bonne élève. Donc, la confiance en moi, je prends toujours du temps pour la construire, surtout quand j'arrive sur un sujet qui est nouveau. d'accord. Je vais vouloir tester mes compétences, être sûre que je ne fais pas d'erreur. Ce qui peut des fois m'amener à agir plus lentement que d'autres parce que je veux prendre le temps de construire ma confiance en moi. Par contre, mon estime de moi, elle a toujours été là. Quand je parlais tout à l'heure de l'amour inconditionnel, je sais par exemple que j'ai droit à de l'amour. J'ai le droit d'avoir un certain niveau de respect, etc., etc. Cette estime de moi, elle est là et elle est indéfectible. Par contre, la confiance en moi, c'est autre chose et elle est vraiment contextuelle. Par exemple, je t'ai dit, j'ai fait du théâtre. Bah, Mmh. les premières fois où tu joues sur scène, les premières fois où tu parles en public, le stress, c'est quelque chose. Et de toute façon, dès qu'il y a un enjeu, finalement, il y a du stress. Et ça, c'est normal. Donc, je comprends totalement qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux. Parce que moi, je passe par là assez régulièrement, surtout dès que j'arrive sur un sujet qui est nouveau pour moi. Et toi, par exemple, par rapport à Femme Riche, qui est un média qui a commencé principalement sur Instagram, quand je me suis dit, bon, je dois montrer ma tête, je dois parler de mes opinions, ouh là 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 là, comment je vais faire? Autant écrire la newsletter, je suis derrière mon ordinateur, je parle de sujets techniques ou même de mon expérience personnelle, ça va. M'afficher publiquement, pour moi, ça demande un niveau de confiance en soi que je n'avais pas forcément au début. Et pareil, j'ai évolué sur ça au fur et à mesure. Donc, la confiance en moi, c'est quelque chose que je travaille toujours en permanence, tu vois. Pour moi, il n'y a rien d'acquis sur ça. Mmh. Et tu disais donc que tu as une bonne estime de toi. Mhm. Est-ce que selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre l'estime de soi et l'abondance qu'on s'autorise dans sa vie? Je dirais que oui, puisque l'estime de soi détermine l'endroit où tu poses tes limites par Mmh. rapport aux autres. Donc, dire à certaines personnes, bah non, ça, ce comportement, je n'accepte pas. Ce type de paroles, je ne les souhaite pas dans ma vie. Ou je mérite telle chose. Ça te permet au moins de poser les bases de ton abondance. Qu'est-ce que je veux en termes d'abondance d'amour, d'abondance de bienveillance, d'abondance matérielle également. Parce que tu sais que tu le vaux. Mes compétences, par exemple, ou mon expertise, je sais que ça vaut ça. Je n'accepterai pas d'être payé moi en tant que femme, en tant qu'employée quelconque, ça te permet de te dire, ben là, tiens, ce poste-là, ou ce que mon employeur me demande, non, je le refuse. Et je Mmh. sais que j'aurai les compétences pour aller chercher quelque chose ailleurs, tu vois. Ça, c'est l'estime de soi, Mmh. qui peut t'apporter d'abondance matérielle. Dire dans le cadre d'une relation, tiens, là, ce type de comportement, je ne le mérite pas, ou je mérite un plus haut niveau d'amour, par exemple. Ça te permet de dire, mais tiens, là, cette relation, elle est toxique, par exemple. Et je n'en veux pas dans ma vie. Et tu peux plus simplement accepter une abondance d'amour. Et donc, c'est sortir de cet état de manque, finalement. Et je parle, par exemple, là, des relations, où Mmh. tu vas te dire, non, mais j'ai pas forcément droit à beaucoup d'amour et cette personne-là me donne déjà un petit peu. Donc, du coup, je vais l'accepter. C'est penser en termes de manque, de disant, je m'accroche à ce que j'ai, même si c'est pas parfait. Alors que l'abondance, ça te permet de renoncer à des choses qui pour toi ne sont pas bonnes pour aller chercher mieux ailleurs. C'est également ça pour moi l'abondance.
Ok. Merci beaucoup pour ce que tu partages, mais du coup, une question me vient en t'écoutant, Mmh. et je me fais vraiment, j'aime pas cette expression, mais l'avocate du diable. Euh, ok, mais c'est facile quand on a grandi dans un foyer dans lequel on s'est senti aimé de Mmh. comprendre ce que c'est que l'estime de soi, de mettre des limites. Mais quand on n'a pas ça, comment on fait justement selon toi pour pouvoir augmenter ce niveau d'estime de soi, augmenter son abondance d'amour, d'argent? Comment on fait ça? Ma réponse va être entre guillemets «injuste», mais dans ce cas-là, Mhm. c'est à toi de faire ce travail, pour te renseigner, pour apprendre, un travail sur toi également, de développement personnel, en fait, et parce que personne d'autre ne pourra faire le taf à ta place, jamais, Mhm. et je dis ça en sachant que moi, j'ai grandi dans l'abondance d'amour, mais je sais que, par exemple, par rapport aux besoins matériels, au départ, j'avais une relation de manque. Pas parce que j'ai manqué, mais parce que j'étais toujours dans ce truc du fait de mon parcours scolaire, ouais, mais tu peux toujours avoir plus. Donc, si tu peux avoir plus, c'est que tu n'as pas assez. Et ça m'a demandé un travail personnel de me dire, oui, tu peux avoir plus, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te satisfaire ou être reconnaissant de ce que tu as déjà. Donc, réussir à être dans la reconnaissance pour ce que tu as ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des ambitions, des objectifs plus élevés. Et c'est ce changement de paradigme qui est important, mais qui, pour moi, par exemple, a nécessité de la lecture, du travail sur moi, du questionnement interne. Donc, quand tu n'as pas tout ça de manière, entre guillemets, innée, ou du moins qui n'a pas été distillé dans ton éducation, c'est un travail personnel. Et c'est là que l'injustice, entre guillemets, peut se créer, parce qu'il y a des gens qui veulent faire ce travail, d'autres qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas Mhm. forcément comment l'entreprendre. Et justement, c'est via Femme Riche, dans le cadre de la relation à l'argent, j'essaye de partager ce que moi j'ai eu comme cheminement dans ma relation à l'argent. Comment est-ce que ma vision de l'argent, ou comment est-ce que je projette sur l'argent, en termes de sécurité ou d'insécurité, de recherche du bonheur, a pu évoluer dans le temps. Merci beaucoup, Maëlisa. Avec plaisir. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes pour cette première partie de l'épisode avec Maëlisa. J'ai hâte de vous faire découvrir la suite. Venez me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Retrouvez-la sur Instagram, sur son média Femme Riche. Vous pouvez également retrouver en description tout autour de cet épisode toutes ces informations, le lien sur lequel retrouver toute son actualité. Pour faire rayonner oui à l'abondance, encore plus loin, j'ai besoin de toi. Partage autour de toi cet épisode à une personne à qui tu penses là, maintenant, tout de suite, afin de l'aider elle aussi à faire grandir son abondance. Ton succès est une certitude, j'en suis persuadée. Et j'ai envie que pour d'autres femmes aussi, ça soit ancré que l'abondance est là pour elles et que leur succès est également une certitude. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, à très vite.